le recrutement et le déficit de compétences, ce sont deux éléments sur lesquels on doit absolument travailler dans la filière comptable et financière. Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre. Parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club. Un épisode qui, comme à chaque fois, est exceptionnel et en plus à double égard parce que je suis vraiment très heureux, Nicolas, de te recevoir. C'est quelque chose qui me tenait à cœur dans ce podcast d'avoir des séries où on va pouvoir retrouver les différents invités d'année en année pour voir un peu les évolutions. Et toi, niveau évolution, je pense qu'on peut dire que y a de quoi faire à la fois parce que tu es au cœur de l'écosystème et donc tu vois l'évolution des cabinets, tu vois l'évolution des candidats, tu vois l'évolution des formations. Donc ça déjà, il y a vraiment ce point sur lequel je veux qu'on fasse un vrai focus. Et puis après, il y a l'évolution aussi toi côté business avec le lancement de ta nouvelle aventure. Et du coup, la première fois quand je t'ai reçu il y a 1 an, écoute, on a fait un gros focus sur la partie ce qui toi te tient à cœur, ce qui moi me tient à cœur, à savoir le côté culture business en cabinet, parce qu'on sait que pour aller vers le conseil et l'accompagnement, il est super important d'être capable de diffuser cette culture business. Tu m'avais donné, et je t'en parle directement dès l'entrée, comme ça au moins ça permet de tous ceux qui l'ont pas encore lu, qu'ils y retournent, la référence du livre The One Thing, passer à l'essentiel. Et pour être franc, je pense que c'est l'un des livres qui a eu le plus d'impact, tu vois, parce qu'on lit tous plein de livres de développement, d'organisation et tout, et en fait c'est l'un des livres qui je trouve a eu le plus d'impact sur moi, sur mon organisation. Donc déjà merci encore une fois pour cette référence. J'ai hâte de savoir quelle est la référence que tu vas me donner cette fois. Et puis du coup on a parlé de la culture business la première fois. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle et on va faire un gros focus avec toi sur quelle est l'évolution en matière de recrutement, qu'est-ce qui va se passer, quelle est l'évolution en matière de formation et surtout, puisque tu es vraiment au cœur de tout ça, quels sont les postes qu'on va voir apparaître demain dans les cabinets. Et quand je dis demain, je veux vraiment dire demain, c'est-à-dire que je pense que par rapport à toute l'évolution du modèle économique qu'on est en train de rencontrer, il doit y avoir des nouveaux postes et voilà, tu es au cœur de tout ça, donc très heureux de te recevoir à nouveau et bienvenue encore une fois dans le podcast de l'Accounting Business Club. Un grand merci Alexis pour cette version numéro 2 et un grand merci de me recevoir pour ce programme qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense avoir aussi, depuis notre première discussion, avoir vraiment pris mon bâton de pèlerin et être parti à la rencontre de tous les professionnels, que ce soit des personnes qui bossent dans les cabinets, des personnes qui bossent en entreprise, des directeurs de cabinet, des chefs de mission, des gens qui sont au contact des clients, du terrain. Et du coup, je suis hyper content de pouvoir aborder ce sujet avec toi parce que, en gros, je pense que c'est mon cheval de bataille pour les 5 à 10 prochaines années, quoi. Ok. Écoute, vas-y, on rentre dedans. Est-ce que tu te représentes, même s'il y a eu du coup l'épisode, mais toujours intéressant de se représenter, si tu veux. Comme ça, tu reposes un peu le contexte. Alors moi je m'appelle Nicolas Piatkowski, je suis papa de 2 petits-enfants, j'habite proche de la mer à Nice, proche de la mer mais plutôt à Sophia Antipolis et du coup avant j'habitais en région parisienne et puis j'ai fait 5 CDI en 5 ans, mon cursus dans la filière comptable et financière et puis en 2014 j'ai décidé d'entreprendre et puis j'ai créé un organisme de formation qui préparait les salariés d'entreprise à développer des compétences en comptabilité, gestion et puis en 2019, petite magie, on s'est dit tiens, quand on fait des formations en présentiel, les gens ils adorent et disent mais en fait pourquoi garder ça juste pour 10 ou 20 personnes en face de nous? Est-ce qu'on pourrait pas trouver un modèle qui puisse être plus scalable possible et puis apporter le savoir au plus grand nombre? Et donc c'est là où on a créé à la fois le média Les Geeks des Chiffres, qui est le premier média social en comptabilité, et puis une école en ligne qui s'appelle Les Geeks des Chiffres, qui prépare au DCG et DSCG. Et donc depuis 4 ans et demi maintenant, 5 ans, on a accompagné 12 000 étudiants à préparer ce diplôme à distance.
Et pour aussi raconter un peu l'histoire, pour tout de suite introduire ce qu'on peut se dire juste après. Exactement. Quand on a créé ce projet l'école en ligne, et bien du coup on avait quand même une vision et on s'est dit à quoi doit ressembler notre groupe dans les 10, 15 à 30 prochaines années. Est-ce qu'on va faire les choses? On le sait pas, mais par contre on l'écrit. Et donc on a fait une espèce de roadmap, une espèce de carte Disney. Et on s'est dit, chacune des actions, eh bien, elles devront s'auto-nourrir les unes pour les autres. Et donc, on a créé déjà cette première école où on apporte de la valeur à des étudiants qui veulent s'orienter dans la filière. Et puis, on s'est dit un jour, le problème du recrutement, on va le craquer et on devra le résoudre. Et donc, le recrutement, c'est un vrai sujet. Pour moi, on emploie le terme de santé publique, tu vois. Pour moi, le recrutement et le déficit de compétences, ce sont deux éléments sur lesquels on doit absolument travailler dans la filière comptable et financière, parce que je vais te donner tout de suite l'ouvrage qui m'a complètement marqué sur cette année 2024. J'en ai plusieurs et j'en ai même deux. Un livre qui s'appelle Stratégore. Et le livre Stratégore, c'est un vrai livre sur la stratégie, rédigé par des pontes. Et c'est là où tu comprends pour quelles raisons il y a des boîtes qui font des milliards et qui réalisent des conquêtes sur des marchés, qui résolvent des problèmes et des pains à l'échelle mondiale. Et puis, entre guillemets, toi, pour quelle raison, toi, t'es à ce niveau d'entrepreneuriat? Et ce livre, il a été incroyable pour moi, parce que je me suis dit, en fait, c'est comme ça qu'on développe une boîte avec un impact massif dans une filière. Ah ouais, ça t'a fait un tel switch? Exactement. Ce livre, Stratégore, pour moi, c'est une immense masterclass. Et franchement, je le recommande à tous les professionnels du chiffre qui veulent accompagner des entreprises, parce que quand il y a un entrepreneur qui va venir voir un collaborateur ou un expert comptable qui va dire « Ah bah tiens, moi je veux monter un resto. Ah bah tiens, moi je veux faire tel projet, je veux faire lancer une start-up, je veux faire telle entreprise. » Ouais, mais c'est quoi en fait l'effet miroir qu'on va apporter en face? Quelle est ta proposition de valeur? Quel est ton segment de marché? Quelle est ta profondeur de marché? Quelle est ta différenciation par rapport aux compétiteurs qu'il y a dans ton secteur, peut-être secteur géographique, tu vois, dans ta région, mais aussi peut-être à l'échelle nationale. Comment toi, tu vas créer des barrières à l'entrée dans tes projets et tes produits et tes services? Mais est-ce que c'est pas parce que je vois le genre de bouquin et j'adore la vraie stratégie d'entreprise, tu vois. Et il y avait un très très bon podcast qui était fait par BFM Business avec l'ancien directeur de Essilor, il me semble. Et donc vraiment peu le même esprit, tu vois, ponte grave en matière de conseils et de stratégie. Et le podcast qu'il fait, c'est des petits épisodes, tu vois. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, faudrait que je le retrouve. Je crois que ça existe toujours. Et en fait, il parle de stratégie, comme tu dis, tu vois, conquête de marché, etc. Et je me suis toujours dit, c'est loin. Enfin, c'est pas que c'est loin, c'est je suis pas Essilor, je vais pas conquérir un pays, etc., etc. Toi, tu penses que ce côté très stratégique, digne de la logique BCG, McKinsey, etc., peut s'appliquer sur les cabinets et leurs clients aujourd'hui? Mais carrément. Mais j'en suis pertinemment convaincu. Parce que s'il a une bonne stratégie, alors dans ce cas-là, tu vas maximiser tes chances de réussite de ton projet d'entreprise. Évidemment. Mais ça veut dire que ouais, vas-y, pardon. Et donc, pour moi, maximiser la chance de réussite, c'est quand même un des rôles des collaborateurs, des experts comptables, d'accompagner les dirigeants à réussir. Parce que quand on écoute tous les petits camarades dans l'écosystème qui disent, nous, on est les bras droits des dirigeants. Mais bras droits de quoi? Bras droit parce que on t'a fait un tableau de bord, on t'a dit que t'as gagné de l'argent? Mais non, c'est pas ça le bras droit. Des boîtes comme Orange, Apple, LinkedIn, etc., ils payent des millions, des cabinets de conseil en stratégie, et regarde où est-ce que sont ces entreprises. Et donc, quand tu analyses aussi les grands cabinets, que ce soit Grant Thornton, Mazars, les Big Four, mais qu'est-ce qu'ils font, eux? D'ailleurs, ils ont même des cellules en interne qui font de la stratégie. Mais on voit bien où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, quand ils vont accompagner leurs clients, si tu apportes un espèce d'effet miroir comme ça, pour moi, tu débloques un business. Parce que si tu pars sur la bonne feuille de route, dans ce cas-là, tu auras des chances de pouvoir réussir. Typiquement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 10 ans d'entrepreneuriat juste avant. Donc, on a créé un organisme de formation présentielle et on a créé les Geeks des chiffres. Et donc, en fait, en réalité, et même pour rebondir à ce que tu dis, la petite étincelle de la stratégie, du livre que j'ai acheté, Stratégore, c'est exactement ce mec de chez Essilor, où j'ai acheté son bouquin. D'accord. Et là, j'ai acheté son bouquin, je dis, ah ouais, ok. Donc lui, il fait des verres de lunettes
Sauf que lui, en fait, il s'est dit, je passe d'un groupe qui est celui-ci et je vais l'emmener au top 3 mondial. Xavier Fontanet, voilà, je cherchais son nom en même temps. Vraiment brillant, très très pédagogue, brillantissime. Brillantissime. Et donc, j'écoute un podcast de lui et je dis, ah ouais, d'accord, ok, c'est comme ça que ça marche. Après, je lis son bouquin, ok, c'est comme ça que ça marche. Et après, j'achète Stratégor. Et en fait, avec ce projet d'entreprise que là, on est en train de lancer, qui s'appelle Counter, c'est une plateforme de recrutement et de formation intégrée, où notre mission, c'est d'enterrer définitivement le problème du recrutement et du déficit de compétences dans les 3 à 5 prochaines années. Et quand je dis ça, ma conviction, elle est genre énorme. Parce que en réalité, j'ai pas eu une idée, j'ai fait de la stratégie avec l'équipe. Et la stratégie, c'est qu'on a analysé les pains du marché, des collaborateurs, des entreprises. On a analysé le marché de demain, les acteurs technologiques qui rentrent aujourd'hui. C'est génial, hein, ils vont tous nous aider à faire de l'automatisation, de la compta. C'est parfait, hein, tout ça. Et demain, quand on arrive vraiment à le faire, on fait quoi? On fait quoi dans nos cabinets et dans nos entreprises? On fait plus de compta. Mais alors, et culturellement, excuse-moi, juste je termine. Et culturellement, dans les études comptables et financières, on fait de la comptabilité. On fait un peu de fiscalité. Contrôle de gestion, c'est loin. C'est trop théorique parce qu'on fait des calculs de coûts, des écarts de je sais pas quoi, marge et tout. Ça casse un peu la tête. Et donc, on n'arrive pas à le transposer dans la vraie vie. Et donc, une fois qu'on fait plus de compta, qu'il n'y a plus besoin d'en faire dans le marché, on doit passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, tout est là où ça se joue. Et Alexis, on est dans un momentum. Pour moi, il est fondamental. Il est là. C'est le réchauffement climatique. Mais personne sait qu'il existe parce qu'il n'y a pas le feu dans le jardin. Et donc, dans le quotidien des cabinets, des collabs, mais qu'est-ce qui me casse la tête avec ces compétences de demain et alors intelligence artificielle? Moi, j'ai besoin de faire il m'envoie même pas les documents justificatifs dans la plateforme, quelle qu'elle soit, que ce soit Time, Unisoft, Pennyline ou tout le tralala. Donc, eux, ils sont hors sol, en fait, à penser à demain. Ouais, mais ChatGPT, ça n'existait pas il y a quelques mois en arrière. Donc, pour moi, le momentum là, c'est déficit de compétences parce que les besoins du marché de demain ne seront pas ceux d'aujourd'hui. Je vais venir te chercher un peu parce que je suis 100% d'accord avec toi dans le sens où c'est maintenant qu'il y a un momentum. On est dans une transformation qui va à une allure. Tu vois, là, on est en train d'enregistrer, on est fin septembre. ChatGPT vient de sortir la nouvelle version vocale où tu peux lui parler, où là, ça devient vraiment efficace. Pour l'utiliser en France, il faut utiliser un VPN. Tu te mets aux US, tu mets à jour ton application et tu commences à parler. Pour être franc avec toi, j'ai très peu dormi cette nuit parce que je l'ai testé hier soir, un peu tard. Et en fait, c'est game changer dans la rapidité de discussion avec l'outil. Ça comprend les émotions. C'est fou. C'est vraiment, c'est extrêmement, bluffant et quasi déstabilisant tellement ça marche bien. Parce que dans la précédente version, tu pouvais lui parler, mais tu vois, il y avait un temps de latence, etc. Là, il y a plus de temps de latence. Là, ça comprend les émotions. Et en fait, ça veut dire que il est là le switch de la rapidité à laquelle vont les choses. Et je te rejoins sur le côté, il n'y a pas le feu dans le jardin. On sait que ça change, mais le client il donne pas toujours les pièces. Pourtant, on doit éduquer, en tout cas, on doit qui on est pour devoir quoi que ce soit. Je sais pas, mais nous dans nos productions de contenu, on essaie d'éduquer au maximum. Et donc je te rejoins vraiment sur ça. Par contre, je vais te titiller un petit peu sur tout cet aspect stratégique que tu as fait, qui est un travail indispensable, qui est de la formalisation. J'imagine que tu as posé tes objectifs avec des chiffres, ensuite t'as dû redescendre un peu les actions que tu vas faire, etc. Est-ce que tu l'as fait avec ton équipe? Est-ce que tu l'as fait avec ton expert comptable? Est-ce que tu attendais que ton expert comptable ou que l'équipe du cabinet le fasse? Alors, je vais t'expliquer comment ça s'est construit. Ouais, vas-y. On a une vision. Et donc, moi, ma stack financière, c'est la suivante. J'ai un cabinet d'expertise comptable et un CFO part-time. Qui n'est pas la même boîte. Avec qui j'ai dit, ce n'est pas la même boîte. Avec qui j'ai fait ce travail, c'est avec mon CFO part-time. Et donc, j'avais besoin de cet effet miroir. Alors, je l'ai pas fait avec mon cabinet d'expertise comptable parce que c'est pas tout à fait sa mission. Lui, c'est de la mission de production, etc. Mais de toute façon, je vois bien que mon CFO part-time, il a une lecture du marché, de la formation et du recrutement qui me permet à moi de partager mes idées et que lui, il me challenge sur chacune de mes hypothèses
attention à ça, regarde ça, dans mon expérience, etc. Et lui, sa culture business, elle est extrêmement forte parce qu'il est éduqué à ça depuis très longtemps. Donc, je me dis que dès lors qu'il y a un bras droit dans ton entreprise qui va t'aider, donc pour faire une stack incroyable dans une boîte, il faut un bon directeur commercial, un bon directeur marketing, un bon directeur des ressources humaines, un bon CFO ou un bon financier. Et eux, c'est les membres du COMEX dans une boîte. Mais quand tu es une petite entreprise, ton COMEX, c'est ton expert comptable. Mais si toi, tu envoies quelque chose dans la tête de ton client en lui disant « fais attention à ça », mais il va s'en souvenir toute ta vie de toi. Et l'impact, il est massif. Parce que si tu l'as aidé à réfléchir sur son business, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui vendre après ? Tu vois ? Tu vas pouvoir lui vendre des trucs. Encore plus parce que en fait tu l'auras impacté incroyablement. Et moi je pense que de toute façon, ce que je raconte, je sors pas de nulle part. Dans les études en DCG, on fait du management, on analyse la stratégie des organisations. Donc c'est pas hors sol, c'est en L3 qu'on fait ça déjà, en licence. Et pour moi, c'est hyper important parce que je vois bien que avec ces étapes que nous on a menées, cet aspect stratégique, du coup on a pris notre bâton de pèlerin, on est parti faire des études quantitatives, qualitatives. On a analysé le marché. Et donc, ce travail de perdre du temps pour en gagner fait qu'après, quand tu sors ton projet de terre et que tu pitches à des clients, des partenaires, des fournisseurs, des candidats, tout, pour les gens, ils disent, waouh, ok, c'est calibré, on sait exactement comment ils ont construit le truc. Mais à l'intérieur de cette équation, il y avait un financier qui nous a aussi aidés. Et ça, c'était vraiment extrêmement appréciable. T'as un financier qui est venu c'est une sorte de coach d'une certaine manière. Tu vois, on en parlait en off en 2 secondes, mais tu vois les réflexions que tu soulèves là qui t'a apporté, c'est une forme de mix mentor, mix coach. J'arrive jamais à définir exactement la différence entre les deux. Tu as complètement raison. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu as une idée. Si lui, il comprend pas ton idée et ta vision, il peut pas la modéliser en chiffres. Il peut pas faire un business plan. C'est impossible. Ouais, bien sûr. Ouais, mais du coup, quand il fait ton business plan, il dit, attends, tu délires là. Là, c'est n'importe quoi. Donc, si tu te challenges pas sur ta vision et il la modélise en finance, et puis une fois que tu as sorti ton projet de terre, on va commencer à analyser aussi le projet. Est-ce qu'il apporte les résultats escomptés par rapport au budget, etc. Mais ça t'en a besoin. Et moi, en fait, aujourd'hui, mon CFO part-time, j'en ai besoin. Pourtant, je maîtrise, je sais faire, mais j'en ai besoin. Ouais, ça te fait la personne avec qui, déjà ça te rassure, j'imagine, et puis après ça te fait la personne avec qui tu peux venir challenger certaines hypothèses. Yes. Par contre, il y a certaines entreprises, elles n'ont pas les moyens ou la connaissance d'avoir ces 2 stacks financières, à la fois le CFO, à la fois le cabinet. Mais le cabinet, il peut le faire. Il peut faire office de ça. Et ça, c'est une des missions naturellement à envoyer demain dans les cabinets. Si on veut développer, il faut avoir cette posture de business partner financier en cabinet. Tu fais la prod, t'as la data. Purée, qu'est-ce que t'en fais après de cette data ? Mais tu peux l'exploiter de manière incroyable. Et ça, des cabinets qui font ça, qui font l'expertise comptable et la direction financière, ça existe et c'est un besoin fondamental. Alors tu vois, j'en parle souvent avec Anthony Guez de Mindset Finance, qui lui a créé le cabinet en DAF externe, expert comptable, et qui s'est positionné en tant que DAF externe directement, qui fait aussi des missions d'expertise comptable. J'aimerais savoir comment toi tu vois du coup ce passage du cabinet production pour qu'il enfile cette nouvelle casquette. Tu vois, on commence un peu devant les questions suivantes, mais comment lui il peut faire ce cabinet de production qui voit la vague arriver, qui voit les changements, qui voit la facture électronique, il peut passer en mode DAF externe. Alors, déjà, je pense qu'il y a un truc qui est important à comprendre, c'est il faut avoir 3 lectures. La première, c'est qu'il faut avoir une certaine analyse de soi-même. Donc, si je suis tout seul si j'ai un petit cabinet et que je suis tout seul, donc là, du coup, je vais être assez limité. Si je prends ce cas précis, je suis seul. Je dois apprendre à me connaître. Parce que apprendre à me connaître, c'est aussi savoir quelles sont les missions que moi, avec à la fois ma psychologie, mon appétence, mon envie, je vais être capable de faire. Parce que peut-être que du CFO part-time, c'est peut-être pas forcément ce que moi, j'ai le plus d'appétence. Et donc, peut-être que c'est le droit, ou l'optimisation fiscale, ou la gestion de patrimoine, ou l'audit, etc., qui sont des sujets dans lesquels j'ai plus d'appétence. Quand même, être un bon CFO, ça demande de la curiosité. On revient sur l'épisode d'avant avec la culture business. Si tu maîtrises pas la strat, vas-y, laisse tomber, quoi. Ça servira à rien. Tu seras un compilateur et un commentateur de chiffres. Rien à faire.
avec maintenant ce qui existe aujourd'hui, un entrepreneur, il est de plus en plus curieux. Il peut savoir il peut savoir c'est quoi un EBITDA. Il peut savoir c'est quoi un taux de variation. Franchement, vas-y, j'ai pas besoin d'avoir un financier pour me sortir ça. J'ai besoin qu'on me l'interprète, qu'on me le fasse parler. Ça, c'est différent. Donc, déjà, tu te connais. Ensuite, une fois que tu te connais, tu vas aller identifier les besoins du marché et tu vas aller regarder les niches et les secteurs dans lesquels toi tu penses que tu pourras avoir le plus de valeur avec toi, ta logique, et comment tu vas aller avec toi répondre à cette logique. Pourquoi je dis ça ? Parce que si tu fais quelque chose qui te plaît, dans ce cas-là, tu n'auras pas la sensation de travailler quand tu vas faire tes missions. Et donc, si t'as un peu moins la sensation de travailler, et ben quand tu vas bosser, je sais pas, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, t'auras pas l'impression de travailler. Tu vas kiffer le chemin. Et donc, ça, c'est important. Et comment tu vas faire pour mener ces missions additionnelles ? Si je reprends ta question, comment switcher pour faire du CFO part-time ? Imaginons que toi, t'es cette personne qui aime discuter, échanger, la relation, comprendre, dénicher, faire parler les chiffres, comprendre l'histoire, comprendre le business, etc. Et ben dans ce cas-là, tu as 2 propositions qui sont simples. L'entrepreneur et chaque être humain, il va fonctionner par comparaison. Tu vas lui dire, moi j'ai une mission, c'est la suivante, je te fais la tenue comptable. La tenue comptable, ça coûte 200 balles ou 300 balles par mois. Bah, tu peux aller n'importe où. Bref, c'est ça. Voilà. Avec ça, on va être clair ensemble. Je vais te donner 1, 2, 3, 4. C'est ça les éléments que je vais te donner pour cette prestation. Par contre, je vais te projeter en avant. Si tu veux faire du CFO part-time, voilà les bénéfices que tu pourras récolter avec ces missions additionnelles. Et moi, pour ces missions additionnelles, je te ferai de l'analyse, du conseil, du coaching, etc., etc., etc. Et donc là, tu vas projeter et tu vas dire, bah, ok. Et il dit, une fois que j'aurai fait tes comptes, qu'on aura analysé ensemble ton business et ton besoin, bah, ah, tiens, j'ai peut-être des solutions juridiques qui te permettront de gagner 60 000 euros par an. Et bah là, si tu parles comme ça, bah, écoute, c'est clair dans la tête. Et donc, si tu fais un full service, je pense aussi que c'est hyper intéressant pour un entrepreneur et c'est vertueux de se dire, bah, écoute, quand j'ai une galère juridique, financière, administrative, comptable, fiscale, et ben, j'ai un interlocuteur unique et cet interlocuteur, il me drop de service en service et il me fait une lifetime value qui est beaucoup plus importante et un panier moyen qui soit plus fort. Mais si t'es monoproduit, soit t'es monoproduit et t'es le meilleur du game, et donc pas de problème, ou alors, eh ben, tu fais switcher pour faire passer ton entrepreneur de service en service. Mais pour ça, pour y arriver, Alexis, il faut avoir de la compétence. Et donc, c'est facile de faire de la compta aujourd'hui, mais faire du conseil, c'est pas facile. Et du coup, bah, tu vois, tu m'ouvres la porte parce que là, tu l'as fait sur un expert comptable, tu vois, soit créateur ex nihilo, soit qui a décidé de rester seul. Et du coup, c'est plus simple de se transformer, quand bien même ça reste compliqué de se transformer, mais c'est un peu plus simple. Comment tu fais quand t'as des équipes, quand t'as des clients qui t'ont déjà identifié sur un prix, tu vois, t'en parlais 300, 400, 500 euros par mois, et que là, du coup, ton CFO part-time, je pense que t'es plutôt aux alentours de entre 1005 et 4005 par mois en fonction de combien de fois il intervient, etc. Voire plus parfois, d'ailleurs, ça va dépendre. Quelles sont les compétences, là tu vois on rentre dans le cœur des métiers de demain dans les cabinets et des compétences à acquérir et à avoir, tu vois, selon toi dans un cabinet qui existe, quelles sont les compétences pour mettre en place cette offre et qui va la driver ? Alors, qui va la driver ? Dans les entreprises, il y aura plusieurs typologies de profils. Ça, c'est intéressant de faire des tests de personnalité. Je reviens toujours à ce point-là. Parce que le test de personnalité va permettre d'aller choisir la bonne personne qui sera le plus enclin à faire ce travail-là. Je vais donner un exemple de test que j'en appelle le profil disque. Avec les couleurs. Est-ce que t'es jaune? Est-ce que t'es vert? Est-ce que t'es rouge? Est-ce que t'es bleu? On peut faire ça pour aller identifier les appétences de chaque individu. Typiquement, t'as des profils jaunes, eux, ils sont plus influents. Ils sont dans la séduction, c'est des commerciaux, ils aiment le contact avec les gens, etc. Les profils bleus, c'est analytique, la rigueur, les process, etc. Tu vois? Le profil rouge, c'est Bernard Tapie. Genre, on défonce tout, on y va, même si c'est un peu bancal, on avance. Tu vois? Il faut que ça aille vite. Et puis t'as le profil vert. Moi, je dis toujours, c'est le jardinier, quoi. Tu vois? Lui, le profil vert, il aime que les gens, ils soient soudés. Il aime lier les gens entre eux. Nous, par exemple, chez Kunter, on a vraiment le test de personnalité de chaque individu. Et donc, le test de personnalité de chaque individu, il a cette vocation de permettre de mettre la bonne personne à la bonne place. Et donc,
celui qui va aller structurer une offre, c'est peut-être pas forcément le profil bleu, tu vois, un peu introverti, qui lui s'il veut aller analyser le marché, la vendre, comprendre ce qui se passe. Si c'est un profil jaune, c'est un peu plus intéressant, tu vois, parce que du coup, lui, il va avoir beaucoup de données, beaucoup d'informations du marché. Donc, qui va structurer? Déjà, c'est plutôt la personne, à mon sens, qui est adaptée à la fonction. Maintenant, comment la mettre en place? Si tu dis qu'on a déjà des équipes, on a déjà des process qui sont en place, comment on fait pour switcher? Et ben, je pense en fait, il faut jouer carte. T'as déjà des clients qui t'ont identifié, tu vois, sur un prix de marché. C'est ça qui parfois quand j'en discute, tu vois, que ce soit avec Anthony ou avec des experts comptables qui me parlent de cette offre, qui me disent ouais mais attends, il m'a identifié dessus, j'envoie une propale x3 x4 en termes de prix mensuel. Ah, mais déjà j'aime bien l'idée de refaire le test de personnalité. C'est vrai que c'est un bon tips à faire quoi. Oui, et donc, tu vois, par exemple, nous, on a fait un parti pris. On s'est dit que si on va monter une boîte dans le recrutement, on était 3. On sait la première personne qu'on va embaucher, c'est une DRH. Mais là, franchement, les gens m'ont dit, mais tu te fais n'importe quoi, ça coûte cher, etc. Ouais, mais attends. Tu veux créer une bonne équipe, il faut bien s'occuper d'eux. Et qui c'est qui va aller recruter les bonnes personnes? Et ben, du coup, il faut que la personne qui vienne, Head of People et Culture, elle puisse veiller à être la bonne personne pour faire vivre la culture dans l'entreprise, et puis qu'elle puisse aussi mettre les bonnes personnes à la bonne place et répondre à leurs besoins intrinsèques. Et nous dire à nous, au fait, fais gaffe, parce que cette personne, si on continue comme ça, eh ben, soit on lui donnera pas ce dont elle a besoin dans l'entreprise, ou soit on va pas optimiser son potentiel parce qu'on l'aura pas mis à la bonne place. Tu vois, nous, typiquement, tous les profils disent qu'ils sont OK, on a un Notion partagé. Moi, Nicolas, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je peux t'apporter. Voilà comment tu dois communiquer avec moi. Et inversement, c'est public. Tout le monde sait un peu comment tout le monde fonctionne, quoi. Exactement. Parce que ça veut dire qu'on fait un one-to-one ensemble, où on fait une discussion. Moi, tu commences à me sortir tous les détails. Moi, je fume en l'air. Hein. Moi, ça me casse la tête. Moi, j'ai un profil, en tout cas, moi, j'ai un profil assez équilibré dans les couleurs. Mais par contre, dans le monde professionnel, j'ai un profil assez rouge, tu vois. Donc moi, j'aime quand ça va vite. Et si t'es super lent avec moi, ou que tu me donnes trop de détails, ça m'embête en fait. Et donc moi j'aime que tu sois factuel. Problème, solution, bam, on passe à autre chose. Par contre, j'ai mon associée Soumaya, elle, c'est un profil vert, à mort. Donc elle va prendre le temps, elle va discuter avec toi, etc. Et dans l'entreprise, les gens ils savent très très bien identifier à qui on doit s'adresser pour quel sujet, parce que c'est hyper clair en fait. Et donc ça, je pense que c'est important. Donc maintenant, quand on t'a identifié comme une certaine proposition de valeur et on t'a dit bah mon tarif c'était tant. Donc t'as choisi la bonne personne, elle te crée l'offre, t'as fait les traits. Ok, maintenant on y va, vas-y. Donc, exactement. Donc maintenant, comment je fais pour faire switcher mon client, pour lui vendre soit des missions additionnelles ou pour qu'il puisse m'interpréter comme quelque chose ou quelqu'un qui va m'apporter une valeur supplémentaire. Donc valeur supplémentaire fait que je devrais ou je pourrais payer plus. Si les cabinets n'arrivent pas à vendre plus cher des missions, c'est qu'en fait, ils sont identifiés comme des gens moyens. C'est simple, en fait. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai mon cabinet d'expertise comptable qui m'envoie hier un message. Je vais pas faire un feedback sur la manière dont laquelle il l'a fait. Mais par contre, je suis en empathie avec lui et je comprends exactement ce qu'il me dit. Il m'envoie un message et il me dit « Nicolas, la croissance de l'entreprise, le niveau de travail, etc. Du coup, on est obligé de revoir les honoraires. » Et donc, il me fait x2, en fait, tout simplement. C'est pas genre x20, 10, c'est x2. Et là, je me dis, OK. Annonce par mail? Annonce par mail. Hein. Donc, OK. Là, bon, pour moi, c'est très bien. Hein. Profil rouge, tac, factuel, boum, c'est OK. Mais quelqu'un qui a besoin de discuter, cerveau analytique, comprendre pourquoi, etc. Profil bleu, ça marchera pas. Hein. C'est quoi donne-moi le détail. Donc, moi, ça marche. Mais une autre personne, ça n'aurait pas marché. Tu vois? Ouais. Mais tu te rends compte, c'est pas normal, mais qu'est-ce qu'il y a dans le tarif, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Non, je me prends pas la tête. Voilà comment j'ai réussi à accepter l'augmentation de tarifaire. J'ai une expérience avec mon cabinet qui est avec plusieurs collaborateurs. Et c'est pas une expérience incroyable. J'ai aussi ma part de responsabilité. Donc du coup, j'avais un niveau de tarif. Si à ce moment-là, il me dit on fait x2, je te dis no way quoi, c'est mort. Là, la qualité du travail, elle est pas suffisante. Là, ils ont mis un mec. Et franchement, il est méga réactif. Là maintenant, on a des situations mensuelles à J+5. Comme on avait fixé dans les objectifs. Et là, il travaille. Et il bosse beaucoup avec le CFO part-time. Et en fait, là, je vois qu'il se donne. Et quand il se donne, il fait les choses bien. Et donc, dans ce cas-là,
quand je vois que je lui envoie beaucoup de travail et que lui, il a fait un travail qui a surpassé mes attentes par rapport à ce que j'avais, du coup, c'est simple. Comment tu vas vendre plus? C'est, t'as une vision de la valeur et si toi, ta proposition de valeur ou la valeur perçue est supérieure, et ben forcément, tu auras envie d'y aller. Et donc, moi, il m'a dit ça, ok, pas de problème. Et donc, pour revenir à mon CFO part-time, je pense que le CFO part-time, je dois le payer peut-être 3 à 4 fois plus cher. Pourtant, il bosse certainement beaucoup moins en termes de temps. Mais par contre, la valeur qu'il a quand il va me donner mes informations financières et qu'il va me faire réfléchir, et ben du coup, ça transforme mon business. Parce qu'il a compris qui je suis. Et moi, je suis quel type d'entrepreneur? Il a été en empathie avec moi. Il a compris c'est quoi mon rêve. Et mon rêve, ça peut pas s'arrêter à être où je suis tout seul, solopreneur, où moi, ça me va de faire mes 5 ou 10 000 euros par mois, c'est cool. Moi, c'est pas ça. Moi, mon besoin intrinsèque, c'est d'avoir un impact dans une industrie pour transformer la vie des gens. Et pour ça, comme j'ai pas envie de le faire à petite échelle et j'ai envie de le faire à grande échelle, du coup, il a compris ça. Et si tu veux faire à grande échelle, forcément, ça se rémunère. C'est pas un truc. Donc, comme il m'a compris moi, il peut aller me titiller la bonne corde qui me fait que moi, je serais capable de payer plus cher. C'est simple, en fait. Il faut comprendre le besoin de l'individu en face. Le besoin profond. Je vais revenir parce que t'as dit. Dès que t'as compris le besoin profond. Ouais, t'as dit un truc qui est intéressant et que j'ai envie de rappuyer dessus pour que tout le monde l'ait bien compris, c'est qu'en fait, pour accepter en quelque sorte le x2 du budget de la part de ton expert comptable, en fait, t'as fixé des objectifs avec lui au départ d'accompagnement. Donc j'imagine que t'as fait ce travail d'exercice de dire ok, on va j'ai ça comme cible d'objectif. Alors du coup pour y arriver, j'ai besoin que toi cabinet tu fasses ça. Et en fait, c'est à ce moment-là où il t'avait pas augmenté les prix à ce moment-là sur la fixation des objectifs une fois qu'il a vu OK, donc là il a fait. En fait, ouais, exactement. Et en fait, la fixation des objectifs, alors tu as vraiment raison d'impulser là-dessus parce que je vais même raconter l'histoire de ça. Nous, on fonctionne avec la méthode des OKR. Objectif qui est donc, results. moi, mon objectif, exactement. Donc, mon objectif à moi, final, c'est que si on doit lever des fonds, s'il y a quelqu'un, on doit investir, si on a un audit de qualité, peu importe, n'importe quoi. Mon objectif, c'était le suivant. Tu ouvres Google Drive et tu as besoin de discuter avec personne. Tu as toutes les infos. Et pour ce faire, on s'est dit, on va fixer 4 résultats clés. RC1, avoir une situation financière à J+5, point à la ligne. RC2, avoir un taux de sécurité de notre système d'information est égal à 100%. RC3, structuration juridique. Et RC4, c'était donc il y avait fiscalité. Et donc, j'avais cet objectif très clair. Et je me suis dit, moi, mon besoin aujourd'hui, c'est d'avoir la situation à J+5. OK. Avec tous les KPIs. OK. Ensuite, on a déroulé tous les éléments de la roadmap. On a mis le DAF avec le cabinet. Et eux, ils ont réussi à atteindre nos objectifs. Et nous, on est là en train d'analyser, ça me va pas. Par contre, quand tu as un entrepreneur qui sait pas que ça existe, ça, eh ben, il faut l'éduquer. Il faut lui montrer. Et il faut lui montrer le bénéfice qu'il aura à ne pas faire ce travail. Et inversement, il faut lui montrer le risque qu'il aura s'il ne fait pas ce travail. Parce que c'est là aussi où les entrepreneurs, où les experts comptables, ils peuvent montrer 2 histoires. La première histoire, c'est si tu ne fais pas, voilà le risque que tu encours. Et donc, là, tu vas aller travailler sur la peur. Ou alors, si tu fais ça, voilà le risque. Ou alors, voilà ce que tu vas pouvoir gagner pour demain. Et donc, forcément, il faut que tu fasses une projection mentale. Et donc, forcément, la compétence à avoir dans un cabinet, c'est quelqu'un qui sait vendre et qui sait marketer et structurer des offres qui répondent à des réels besoins. Et là, évidemment, Booster Digital est là pour vous aider. Non, je déconne. Enfin, je déconne pas, mais oui. En fait, je trouve super intéressant. Je redécoupe un peu pour essayer de synthétiser et puis après on avance. Mais c'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'expert comptable, non, mais parce que il y a tellement de trucs que je veux vraiment arriver à formaliser. Mais tu vois, en tant qu'expert comptable, tu as ton offre traditionnelle, c'est-à-dire que tu vas avoir ton client, à toi de détecter s'il a une appétence ou pas, parce qu'évidemment on va te dire oui mais tous ne veulent pas ça. Ok, dans ce cas-là, reprends l'exemple de qui tu as en face de toi, comprends comme ton DAF externe l'a fait avec toi, comprends qui est la personne, qui est l'entrepreneur, quel est son profil, quels sont ses objectifs, etc. Une fois que tu as segmenté du coup ton portefeuille en fonction de ceux qui pourraient avoir une appétence pour aller vers l'accompagnement, le conseil, le coaching, on l'appelle comme on veut, la transformation. Voilà, tu vois, les Américains sont très portés sur la transformation. Tu prends ton client du point A, tu l'amènes au point B, c'est ça ta mission de conseil. T'as segmenté ton portefeuille, tu les as identifiés, et là en fait tu vas venir te poser avec eux pour leur dire quel est ton objectif et comment je vais t'aider
à construire en fait le back office d'une certaine manière, parce que ça reste ça, hein, de récupérer la data et construire le back office de chiffres qui colle avec tes objectifs, et derrière en fait la valeur est tout de suite supérieure à la commodité comptabilité. C'est ça, j'essaie de... Mais c'est exactement ça. Tu vois, y avait un financier qui m'a dit un jour, j'ai une proposition à te faire, un montage, ça te coûte 10K, ça t'en rapporte 60 par an. Eh ben d'accord. En fait, point à la ligne, comment on fait ? Raconte-moi, vas-y, dis-moi, où est-ce que je signe, qu'est-ce que je fais ? En fait, on est tous pareils. Hein. Nous, on achète notre recette miracle. Voilà, tu vois, on achète un besoin, on achète un rêve, quoi, un résultat. Et donc, c'est comme ça. Et je reprends un autre exemple d'un expert comptable que je trouvais très intéressant. C'est 3 associés dans un cabinet. Ils se sont dit, bon, écoute, la paye, dès que tu as un collab dans une boîte, quand tu es entrepreneur, tu as un salarié, tu as une fiche de paye. Ils ont tous peur de faire de la paye parce que c'est galère. Eh ben d'accord. Comme c'est une barrière à l'entrée, que de toute façon, dès que tu es un entrepreneur et que tu as un salarié, eh ben tu as une fiche de paye, eh ben lui dit, eh ben moi, il rentre par là. Il rentre par la paye. Et moi, je vais le challenge et je vais bien faire mon travail. Et puis, il s'est dit, bah, je vais faire d'autres filiales, d'autres business units qui répondront à des payes. Exemple, eh bien, je vais aider des filiales, des boîtes étrangères à s'installer en France. Et moi, je serai reconnu pour ça. J'ai pas besoin d'en avoir des milliards des clients. J'ai juste besoin d'avoir les bons clients qui me payeront très cher pour ça. Parce que là, la charge mentale, elle est incroyable. Genre, tu veux t'implanter en France? T'as besoin. Point. Tu sais que ça va être galère. Bienvenue. Voilà, exactement. Et ben, tu vois, ils résolvent un pain. Ouais. Et eux, ça les fait kiffer de faire ça parce qu'ils sont, voilà, ils sont internationaux, ils kiffent, etc. Tu vois. Et ben, vas-y, fine. Ouais, on revient en fait, à ce qu'on il faut vraiment identifier. Il faut vraiment identifier la niche. Et tu vois, t'as d'autres cabinets d'expertise comptable, tu vois, comme qui font de la compta pas cher en ligne. Et ben, fine, ils résolvent un pain des gens qui veulent discuter de rien avec personne. Donne-moi mon bilan, moi je veux pas me casser la tête. Ok. Tu parlais de l'équipe d'Expense CPA ? Exactement. Ouais, c'est bien ce que j'ai reconnu, ouais. Avec Samuel. Ouais. Tu vois ? Et donc c'est ça le game. Tu vois ? Et en fait, il y a un besoin pour chacun. Et tu vois, par exemple, quand je vois des boîtes, et là je vais les nommer parce que moi j'aime bien avoir cette lecture assez équilibrée du marché. Quand tu vois des boîtes comme Indie, c'est une boîte qu'on va regarder d'un certain œil ou d'un autre. Quoi qu'il en soit, Indie répondent à un pain dans le marché. Et le pain, bah, c'est des gens qui veulent faire leur compta tout seuls. Donc, est-ce qu'ils ont raison de le faire ? Oui ou non ? Ça, c'est pas à moi de le dire. Par contre, l'approche business et stratégique, elle est là. Et donc, là, par exemple, quand tu analyses la stratégie et tu fais Stratégor, tu vois Indie comme une menace chez toi pour les cabinets. Comment toi tu vas répondre à cette menace ? Tu pourras pas aller sur le même terrain qu'eux. Ils ont levé 80 millions ou 100 millions. Ils ont pris 5 ans ou 10 ans d'avance sur leur tech. Ça c'est terminé. Ouais, tu peux pas aller frontal, c'est sûr. Et donc tu dois aller sur autre chose. Ouais, super intéressant. Merci pour ce retour. Franchement, on ouvre la page, la porte, je sais pas ce qu'on ouvre, mais en tout cas, j'ai envie qu'on ouvre le chapitre, voilà, on va dire ça, sur les jobs de demain, au cabinet. Et après, on ouvrira la porte counter, bien que les deux soient extrêmement liés. Alors, est-ce qu'on ouvre l'une ou l'autre avant ? Non, j'ai d'abord envie d'ouvrir les postes de demain. Carrément. Qu'est-ce que tu vois ? Donc, tu disais tout à l'heure, tu t'as formé beaucoup d'étudiants au DCG, DSCG. Tu es en contact avec beaucoup de cabinets. Tu as fait ton étude du coup qualitative avec beaucoup de personnes de la profession. Qu'est-ce que tu vois toi demain par rapport à ce qu'on vient de se dire dans l'émission et peut-être d'autres choses ? Quels sont les postes à ouvrir en cabinet ? Alors, déjà, tu vois tout ce qu'on s'est raconté juste avant. C'est très important de l'avoir en tête. Déjà, je pense qu'il y a un changement de posture à avoir considérablement dans la profession. La majeure partie des cabinets d'expertise comptable en France sont des petits cabinets. 70% du marché, je crois que c'était ça, c'est inférieur à 10 collabs. Donc, qui c'est qui fait les missions difficiles ? Qui c'est qui va dans les trucs un peu techniques ? C'est expert comptable. C'est l'expert. Mais lui, il doit pas faire ça, en fait. C'est pas son travail. Lui, c'est un entrepreneur et il vend des services. Peu importe ce qu'il vend. Lui, il doit prendre la casquette d'entrepreneur. Et entreprendre, c'est être moins dans l'opérationnel, sauf si ça, c'est son kiff et son besoin intrinsèque. Mais du coup, lui, il doit permettre à ses collaborateurs de devenir leurs jumeaux. Tu l'as interviewé aussi, Arnaud Doillon, que j'ai aussi reçu dans un podcast, et qui dit « Mon job, chaque jour, c'est tuer mon job ». Et ben voilà. Donc lui, déjà, l'expert comptable ou le dirigeant de cabinet, il doit tuer son job.
Et son job, c'est d'avoir une to-do list à 0 sur la partie opérationnelle et accompagnement client. Donc, en fait, l'expert comptable et ses missions à lui, il doit les descendre d'un niveau en dessous. Donc, ça doit être des collaborateurs qui doivent faire ça. Sauf que le problème du marché, c'est qu'on est très éduqué à faire de la comptabilité, de la gestion. Donc, du coup, on doit apprendre pour pouvoir apporter tous les éléments de conseil que j'ai pu apporter juste avant. Donc, quels sont les métiers à venir ? En fait, ils vont être assez simples, en réalité. Il y a plusieurs métiers. Je pense que dans les cabinets, il faut créer de la scalabilité. Déjà, permettre de faire plus avec beaucoup moins de ressources. Donc, des personnes qui vont rentrer pour killer les opérations dans un cabinet, c'est hyper important. Moi, je le vois. On a 2 projets, à la fois les Geeks des chiffres et Counter. On est 7 maintenant. Je pense qu'à 7, on fait le travail de 14, sans aucun problème. Donc, du coup, si tu crées de la scalabilité, ça, c'est important au sein du cabinet. Mais alors là, Ensuite, du coup, c'est un peu l'équivalent d'un, parce que c'est pas dans la culture cabinet. Ce dont tu parles là, c'est un peu l'équivalent d'un CEO, quoi, d'un responsable des opérations. Exactement. Mais carrément. Donc, ce serait carrément. d'un profil de responsable opération, quoi. Exactement. Ça, c'est hyper important. Comment tu fluidifies, vas-y, le point de contact, le besoin du client, tac, la lettre de mission, comment ça va se challenger. Hop. En fait, il faut que la production comptable et cet accompagnement soit des effets waouh au fur et à mesure. Des effets waouh. Quand on analyse les chiffres, je crois qu'on avait regardé une petite étude la fois passée. Quand même, les entrepreneurs, ils sont respectueux de la profession d'expert comptable. Bien sûr. Il y a un niveau de confiance qui est exceptionnel. Yes. Mais par contre, souvent, on entend, est-ce que t'as pas un bon expert comptable à me recommander? Parce que franchement, je galère à trouver, quoi. Donc, il y a deux lectures. Il y a la lecture, ok, les études, elles disent, et moi je suis d'accord, parce que c'est une profession noble, avec un ordre, etc. Donc ça, il faut respecter, et ça c'est important. Mais dans les faits, on doit créer des expériences clients qui sont incroyables. Donc, l'account manager, là, qui s'occupe des clients, qui leur fait une expérience incroyable. Des effets waouh que la personne ne s'y attend pas. Donc ça, c'est pour moi un autre métier aussi de l'accompagnement du client. C'est pas de la prod. Il y a quelqu'un qui produit et l'autre qui va accompagner, faire des échanges one-to-one, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, peu importe. Mais ce lien unique où on dit, attention, petit conseil prédictif. On a découvert ça, fais attention. Oh, la proposition de valeur, elle est magique. Et la perception, la valeur perçue pour le client, elle est incroyable. Ça, c'est un autre métier à développer. Et donc, est-ce que c'est un comptable? Est-ce que c'est un customer care, comme on pourrait l'appeler? Tu vois? Je pense que un bon comptable, il peut faire ce travail-là, mais pour moi, ça c'est un véritable sujet. Et en plus, là, il peut aller dénicher des missions additionnelles. Parce qu'il a dit, j'ai vu un problème chez toi, la responsabilité ou l'assurance professionnelle, il n'y a pas, j'ai une solution pour toi. Tu te conformes et moi je te paye et tu me payes pour ça et l'histoire elle est pliée. Donc en fait, en réalité, cet account manager, c'est celui qui a un trésor et un coffre-fort rempli, qui peut aller l'ouvrir au fur et à mesure. Et donc, les honoraires de l'expert comptable et du cabinet, elles seront aussi faites en conséquence. Maintenant, c'est quoi le besoin des entrepreneurs? Qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils veulent être tranquilles. Ils veulent arrêter de payer des impôts. Ils veulent sécuriser leur famille. Ils veulent gagner beaucoup d'argent. C'est quoi leurs besoins? Eh ben, pour répondre à tous ces besoins, eh ben, il faut créer des métiers et des fonctions dans l'entreprise qui résolvent leurs besoins. Un truc qui stresse un entrepreneur, dès que tu as un collaborateur ou un salarié dans l'entreprise, ah bah là, cherche juste à faire un avenant au contrat de travail, quoi. Eh ben là, il faut respecter tel truc, etc. Non, eh ben, tu peux créer une cellule sociale qui va accompagner la gestion sociale, à la fois la paye, mais l'accompagnement juridique. Et là, il y a un travail monstrueux. Et après, je vais pas rentrer dans les missions entre guillemets de demain, la RSE, tu vois, la cybersécurité, quoique si quand même, tu vois. Mais l'intelligence artificielle, le prompt engineering, par exemple, l'analyse de la data avec l'intelligence. En fait, ça, c'est vraiment demain. Demain. Mais là, déjà, avec des besoins très, très simples, on peut y aller. Et si tu vas voir la roadmap des missions que tu as à faire en cabinet, t'as qu'à aller sur le site des Big Four et tu vas tous les trouver, tes missions additionnelles. Point à la ligne. Ça fait 20 ans, ils font ça. Elles sont toutes là, en fait, les missions additionnelles. Et du coup, en face, c'est des compétences qu'il faut mettre pour aller nourrir chacun des services. Et donc, il faut former les humains à devenir très bons là-dessus. Et pour former les humains, il faut que eux, ils en aient envie. Mais il faut que, par contre, comme le marché, et là j'introduis un peu sur la partie recrutement, etc., il est tendu. Les cabinets ont du mal à trouver des gens. Les collaborateurs, il y a deux histoires. Il y a deux camps. Il y a ceux qui souffrent. Il y a ceux qui sont bien, 3 du coup. Et il y a ceux qui se la racontent en fait. Bah comme je fais du travail comme je veux, et bah c'est moi le roi, c'est moi le boss.
Et donc, le rapport de force, il est pas bon. Et du coup, celui qui a de la compétence... qu'est-ce que je voulais dire en fait ? Attends, je voulais dire un truc et je me rappelle plus. Je me suis perdu dans mon illustration. C'est un truc de malade. Non mais du coup je vais rebondir dessus parce que la façon dont l'écosystème, tu vois, il a besoin de se former. Ce qui est intéressant, j'allais t'en poser la question, qui est de dire le CEO, il n'a pas nécessairement le responsable des opérations, il n'est pas nécessairement issu du DCG, DSCG. L'account manager ou le customer care, pour en discuter avec certains cabinets qui l'ont mis en place, ils sont pas forcément issus du DCG, DSCG. Et là, je te reprends du coup de la main sur l'aspect formation. Et pour les auditeurs qui sont du coup beaucoup experts comptables et en cabinet, qu'est-ce qu'on fait ? Comment donc tu détectes, je reprends le point de tout à l'heure, c'était intéressant, ton test de personnalité, tu détectes qui va pouvoir aller vers ces missions changement de poste, parce que c'est des changements de poste quand même, mine de rien. Un account manager ou un customer care, il va devoir décrocher son téléphone ou faire des visios assez régulièrement pour parler à son client. Alors que quand on rentre au DCG, généralement, c'est pas le premier truc auquel on pense. Ouais. Du coup, donc là, toi, t'as un parcours de formation, il y a un cursus, t'as identifié, il y a un mapping dans le cabinet, on identifie qui fait quoi, ensuite on va les former. Comment ça marche ? Bah, ça peut être tout à fait ça en fait. On peut identifier, voilà, on a un besoin, voilà ce qu'on veut faire et voilà ce qu'on veut adresser comme mission. Si je prends le customer care, par exemple, nous, ce qu'on veut, c'est faire des effets waouh et accompagner nos clients au quotidien. Pour ce faire, on a besoin de ressources. Qui est capable et qui veut aller quotidiennement ou toutes les semaines faire des visios, rencontrer des clients, échanger avec eux, entre guillemets, un peu les déranger pour leur rendre service. Ça, c'est pas quelqu'un qui veut rester dans son coin. Donc, si celui qui veut rester dans son coin, tu lui donnes ça, tu vas le faner, tu vas le tuer. Il voudra pas faire ça. Celui qui a cette compétence et cette couleur un peu jaune, qui est influent, lui, ce sera la bonne personne. Ensuite, pour moi, l'idéal, t'as raison, c'est pas forcément des gens qui sont issus de l'expertise comptable ou du DCG, DSCG qui vont faire ça. Par contre, pour rentrer en empathie beaucoup plus forte avec ton client, eh ben, c'est quand même mieux d'avoir cette compétence de la filière parce que là, en fait, tu vas être chirurgical. Oui, mais heureusement que les outils technologiques aujourd'hui commencent à émerger et donc, l'intelligence artificielle, elle vient spontanément, ou elle peut venir spontanément, te montrer à toi des missions additionnelles que tu pourrais proposer au cabinet. Donc, l'account manager, lui, il n'a pas forcément cette compétence technique. Il voit qu'il y a une petite alerte dans l'outil en disant, bah, tiens, t'as peut-être une mission fiscale à adresser. Et ben, moi, dans le cabinet, j'ai un mec, il est parfait. Mission fiscale, il est carré. Lui, il adore le code général des impôts et tout le tralala, les montages fiscaux, etc. et tout. Moi, customer care, je vais discuter avec mon client. J'ai vu ça. Voilà ce que vous pouvez faire. Est-ce que je peux vous mettre en relation avec la cellule qui va vous aider à payer moins d'impôts ou vous installer à Dubaï ou je sais pas où? Eh ben, il va dire oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que là, tu as vraiment cette double compétence avec la montée maintenant de l'IA qui devient mature, ou de plus en plus mature et à l'allure où ça va dans les outils, où tu peux ouvrir les chakras à d'autres profils, quoi, en fait. Mais tu peux aussi former, Exactement. Tu peux aussi former ceux qui sont détectés, ceux qui sont en place dans ton cabinet, les former pour qu'ils puissent prendre cette double casquette parce qu'ils auront encore plus d'impact, quoi. De connaissance du métier, ouais, de fibre. Ah, et du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Vas-y. Le petit truc que je voulais dire tout à l'heure, exactement, c'est revenu. C'est que pour aussi pouvoir adresser des missions aussi intéressantes, certains profils, comme ils voient pas l'urgence et qu'ils n'ont pas besoin de se former parce qu'en fait, ils sont demandés sur le marché, ils trouvent du travail comme ils veulent. Il y a quand même ce sujet où il y a un vrai travail d'acculturation à faire que faut que la personne, elle soit aussi humble de pouvoir se former à des compétences qui vont être utiles pour les dirigeants, parce que ça, je suis convaincu que ça va pas rester. Ce genre de profils qui sont un peu arrogants parce que ils ont du travail comme ils veulent et ils cherchent un travail en cabinet et ils peuvent l'avoir du jour au lendemain. Ça, demain, j'y crois absolument plus. Ils devront en réalité faire leur devoir et être montés en compétences pour pouvoir aller dans ces cabinets qui proposeront des bonnes solutions à leurs clients. Mais du coup, en fait, il n'y a pas un parcours de formation qui est prénormé. En fait, dans des cabinets d'expertise comptable ou de conseil, il y a tellement de possibilités. En fait, les possibilités, elles sont infinies. Tu vois ? Il faut juste aller
chercher et se former sur une compétence spécifique pour pouvoir la proposer à des clients. Ouais, c'est intéressant. Ça veut dire que tu rabats les cartes, en fait. Pour toi, les cartes vont se rabattre. Ceux qui ont les collabs, qui ont le melon, on va y aller direct, en mode, c'est moi qui tiens le marché, je fais monter les prix. De toute façon, je suis ultra demandé, je peux changer de cabinet parce que ton voisin, il me propose 100 balles de plus et ça se tire un truc. Là, il y a un changement de paradigme où tout le monde doit se reformer parce que tout le monde doit se transformer. Alors, pour moi, la vision du marché à venir, c'est la suivante. Alors, on va parler déjà côté cabinet. Côté cabinet, il y a un vrai travail de fond à faire sur permettre aux gens de se réaliser. Donc, quand je recrute un salarié, je dois aider la personne à être la personne qu'elle veut devenir. Ça, c'est une première étape. Vu la difficulté de recruter des talents, crois-moi que les cabinets doivent faire leur devoir. Parce que si tu ne résous pas ce problème, tu n'auras pas de collaborateurs demain. Parce qu'il y a des cabinets qui vont le faire. Eux, ils ont analysé la stratégie. Donc, ils auront une marque employeur et un accompagnement des collaborateurs qui sera bonne. Première étape. Sauf que plus eux, ils seront bons, plus il y aura des bons candidats en face qui voudront les rejoindre. Donc, ceux qui se la racontent, ils n'auront pas les places dans les bons cabinets. Parce que, en réalité, eux, ils n'auront pas fait leur devoir. Parce que les bons cabinets, ils auront quoi? La bonne expérience collab. Donc, s'ils ont la bonne expérience collab, ils auront des bons clients. S'ils ont des bons clients, ils auront des bonnes missions additionnelles. Et s'ils ont des bonnes missions additionnelles, ils auront des missions qui seront de plus en plus techniques, qui nécessiteront des compétences. Et donc, ils chercheront des collaborateurs toujours de plus en plus évolués. Ouais, un vrai cercle vertueux. Celui qui a cru que la comptabilité, ça allait vivre toute sa vie, lui, en fait, qu'il arrive à trouver du travail comme il veut aujourd'hui, demain, il n'y arrivera plus. Parce que le besoin du marché, ce sera plus sur la production de la compta, mais ça va être sur ces missions là en haut, additionnelles, qui apportent de la valeur, mais qui nécessitent de la compétence. Donc, pour moi, il y a une vision du marché qui va être la suivante. Les bons collabs iront dans les bons cabinets et les mauvais n'existeront plus. Voilà, c'est simple en fait. En fait, pour moi, c'est aussi simple. Je grossis vraiment le trait. Ouais, bien sûr. Mais les petits cabinets, ils auront entre guillemets pas les meilleurs candidats et ces candidats, ils auront pas les meilleurs cabinets et du coup, eux, ils seront tristes. Et ceux qui voudront pas être tristes, ils devront prendre le train en marche. Ils devront faire leur devoir, développer leurs compétences et puis s'apporter mutuellement. Pour moi, je vois la boîte et le collab comme deux entités ou deux typologies de personnes qui vont s'apporter mutuellement. L'entreprise au candidat, le candidat à l'entreprise dans une version équilibrée. Ouais, parce que les deux, on y passe tellement de temps en réalité au travail que les deux doivent s'apporter. On est là dans des moments de vie où on doit être capable de faire grandir les équipes avec lesquelles on bosse, quoi. Exactement. Sous peine d'avoir un churn, une tournée. Exactement. Et donc, si le cabinet il fait l'effort de permettre à l'individu de se réaliser, l'individu n'aura aucune raison d'aller autre part. Parce que ce qu'il trouve ici, ça l'aide à être la personne qu'elle veut être. Et c'est aussi là où c'est intéressant pour moi les tests de personnalité, c'est que tu vas aller bien répondre aux besoins intrinsèques de chaque personne. Et donc, en réalité, dans le management et dans l'évolution personnelle dans un cabinet, tu feras évoluer toujours la personne dans l'endroit où elle se sent le mieux. Et donc, elle aura aucune raison de partir. Et donc, tu vas accroître la fidélisation des collaborateurs et la rétention des talents. Concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place? Moi, j'y crois énormément. Qu'est-ce que tu as mis en place chez toi, dans tes boîtes, ou ce que tu as pu voir dans les différents cabinets que tu as interviewés, justement pour mettre ça en place, tu vois, pour mettre cette culture de faire grandir le collaborateur? Alors, déjà, il y a un point qui est important, c'est que chaque personne doit adhérer à un socle commun. Le socle, c'est les valeurs et la culture de l'entreprise. Tu ne pourras pas faire adhérer les gens et les aider à être les personnes qu'ils veulent s'ils n'adhèrent pas à tes propres dogmes. Et dogme, c'est pas religieux, ce que je veux dire. C'est que si dans l'entreprise et le cabinet, le but, c'est de faire du chiffre d'affaires et on n'en a rien à faire et c'est comme ça, et que tout le monde est OK avec ça, t'as les bonnes personnes avec toi. Donc ça, c'est déjà intéressant. Par contre, si tu as des éléments dans ta culture d'entreprise où pour toi, l'ambition, c'est très important, pour toi, le focus, c'est très important, pour toi, la croissance collective, ce sont des choses qui sont très importantes. Alors, il faut que tu t'assures que quand les gens y rentrent là-dedans, ils cadrent avec tous les éléments de la culture. Parce que là, tu vas leur apporter. En fait, tu créeras pas d'inertie dans la compréhension de ce qui se passe dans ta propre entreprise. Une fois que tu as vu la culture,
t'essayes de comprendre quel est le besoin de l'individu. Lui, il veut faire quoi dans sa vie? Et il faut que, à l'intérieur de son travail, tu puisses lui donner le cadre dont il a besoin pour être en sécurité psychologique. Donc, qu'est-ce que nous, on a mis en place, par exemple? La sécurité psychologique, elle va te permettre d'être créatif, elle va te permettre d'être plus productif, elle va te permettre d'être plus heureux. Et pour ce faire, il faut que tu donnes ça aux personnes. 3 éléments. Du leadership, du management et du coaching. Le leadership, c'est qu'il faut que tu arrives à faire comprendre à tes équipes quelle est ta vision, où est-ce que tu veux aller. Et eux, ils doivent y croire. Parce que s'ils y croient pas, ils pourront pas être à la fois engagés, mais aussi kiffer le chemin qu'ils vont parcourir. Ensuite, il faut manager les gens. Manager et être opérationnel, c'est du travail différent. Et donc, quand on est une petite boîte, on se concentre sur l'opérationnel et on abandonne les autres. Mais en réalité, il faut s'occuper des autres pour créer la scalabilité que je parlais dans le cours de cet épisode. Et donc, il faut faire du management tous les mois, tous les jours, toutes les semaines. Et il faut donner des objectifs qui sont très clairs aux gens. Ma vision, les ressources pour l'atteindre avec les objectifs. Et dans ce cadre, je te laisse l'autonomie dont tu as besoin pour y arriver. Et pour te donner la sécurité psychologique, je te donne le droit à l'erreur. Et si tu fais une erreur, ce n'est pas grave. Et donc, la personne, elle prend des initiatives et des risques. Comme toi, t'acceptes le niveau de risque, eh ben, c'est OK. Et du coup, en fait, tu crées un engagement qui est fort et tu écoutes les gens. Et quand tu les écoutes individuellement, comment ça va? Raconte-moi, c'est quoi ta météo intérieure? Est-ce qu'il y a des choses qui te chagrinent? Et chaque semaine, tu dois killer chaque pain de ton équipe pour que elle avance avec sérénité et sécurité. Et si tu crées ça, et ben du coup, tu crées une boucle de fidélisation. Ils sont alignés avec la valeur. Ils aiment le job parce que tu les as mis à la bonne place. Ils sont considérés. Donc, quand je racontais les 3 histoires, le leadership, le management et le coaching, c'est si tu as un problème, je te tape dans le dos. Raconte-moi qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et en fait, là, tu es juste un humain. Et là, tu apportes un humain à un humain. Et donc, si ta team, elle est vraiment cool et bien dans sa tête et dans son job, ça, c'est parfait. Donc, nous, c'est vraiment ça ce qu'on fait. Par exemple, on a une flexibilité du temps, des horaires. On offre les jours d'anniversaire, bien sûr, par exemple. Off, ça, c'est payé. Pareil. Donc, on envoie des cadeaux quand ils savent pas. On fait des événements ensemble. C'est une espèce de petite communauté interne dans lequel chacun apporte un peu à tout le monde. Mais du coup, si dans ton équipe, t'as que des profils rouges, que des gens qui veulent avancer et tracer, ça marchera pas. Il faut des profils verts, des jardiniers qui solidifient et qui lient les gens entre eux. Et c'est pour ça que je disais que les profils 10, c'était hyper puissant comme outil. En tout cas, nous, on l'a mis en place et franchement, tu vois, c'est ouf. Quand Florian, on l'a Head of People et Culture chez nous, profil vert. Bah, du coup, c'est son travail. Et donc, c'est parfait pour nous. Et c'est pour ça que je dis souvent, purée, nous, notre niveau de productivité, je pense qu'il est. De toute façon, on le dit à chaque fois. J'arrive pas à savoir comment vous faites tout ça. Bah, en fait, il y a aucune inertie dans la gestion de l'humain. Il y a pas d'inertie. Hop, tout est fluide. Ah, je vais casser la tête là. Mais... Ah non, mais j'ai adoré, j'aime bien. C'était très clair, très bien expliqué. Je vais faire le disque. On finit l'épisode et puis j'ai écrit à Marion que j'ai mis. Tu vois, c'est marrant parce que Marion, du coup, qui est maintenant associée chez Booster Digital, quand on a dessiné l'organigramme de la boîte dans 5 ans où on s'est fixé, on a dit ok. Alors j'avais pas fait le disque, mais je pense qu'on aurait dû le faire. Et à mon avis, on va le faire. Enfin, c'est sûr qu'on va le faire juste après. Et puis, mais tu vois, je lui ai dit ok. Voilà ce que toi tu sais faire. Voilà comment je sais faire. Tu deviens CEO, tu prends la partie CEO, alors que tu vois, on était 3 à ce moment-là. Ouais, je vois. Tu prends la partie CEO, je vais prendre l'autre partie parce que c'est comme ça qu'on doit se dessiner et comme quoi tu peux mettre en place quelqu'un qui va s'occuper des opérations, même très tôt. D'ailleurs, il faudrait le faire très tôt, même si t'es pas 10, 50, etc. pour structurer comme toi tu l'as fait d'ailleurs avec la partie RH. Et j'ai beaucoup aimé le principe de mettre en place l'humain parce qu'en fait, dans les boîtes de service, t'es obligé que l'humain se développe et c'est fondamental pour avoir ce cercle vertueux qui fait que tes clients s'épanouissent. Vas-y, ouais, tu voulais. Exactement. Donc, pour ceux qui veulent même faire alors, naturellement, c'est pas une science infuse. Il y a dans les tests de personnalité, il y a toujours des éléments. Par contre, je donne, si vous souhaitez faire le test, c'est profil 4 qu'il faut taper sur Internet. Profil 4, profil fort. Donc, en fait, c'est comme ça que ça. Pour avoir le test disque. Faire le test, c'est payant. Ouais. Comme ça, tu peux le faire dessus et puis.
Et puis c'est intéressant pour les équipes. Et comme ça, aussi, quand tu es en empathie et que tu comprends l'autre, ça te permet clairement d'adapter ta posture et d'adapter aussi la clarté de ton discours. Pour moi, c'est super. C'est franchement. Ouais, c'est. Du coup, t'es même pas énervé après les gens, quoi, parce que tu sais comment ils fonctionnent. Et donc, tu t'es adapté, quoi. Non, ça, je vais le mettre en place direct, franchement. Et puis, c'est très important dans les cabinets, donc c'était super bien expliqué. Je vois qu'il nous reste, allez, on va dire 10-15 minutes grand max. J'aimerais qu'on ouvre la page, le chapitre Counter. Tu vois, je discutais avec les membres de l'Accounting Business Club avant. Je leur ai envoyé un petit message, comme à chaque fois, en disant, voilà, je reçois Nico ce matin. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? T'en connais une bonne partie qui sont dans le club. Qu'est-ce que Counter? On va commencer par ça. Counter, c'est notre projet pour les 5 à 10 prochaines années. On veut clairement enterrer le problème du recrutement et du déficit de compétences. Ça fait 8 mois qu'on travaille sur le projet. Je pense que personne n'a réussi à craquer le modèle du problème du recrutement dans la filière parce que le modèle, il est trop complexe. C'est pas mettre en relation des humains avec des offres d'emploi. Ça ne marche pas. C'est pas une marque employeur où tu montres que l'entreprise, elle est géniale. Ça ne marche pas. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est tout autre chose. Et donc, nous, on a essayé de comprendre comment on pourrait nourrir le besoin de chaque personne. Donc, Counter, c'est le projet qui a pour mission, humblement, de pouvoir rehausser le niveau de la filière. Et donc, c'est une plateforme à la fois de recrutement et de formation avec 2 produits. Le produit 1, c'est un produit pour les cabinets d'expertise, de conseil et d'entreprise qui recrutent des professionnels et des talents du chiffre. Et nous, on veut créer un cercle fermé, uniquement les meilleurs cabinets qui auront fait leur devoir. Et leur devoir, c'est permettre à des gens de se réaliser, d'être sur la plateforme. On n'a pas à vocation à être une boîte de recrutement où on va mettre en relation toutes les boîtes du marché avec tous les candidats du marché. Pas du tout. Le but, c'est que on veut les meilleurs. Et si on a les meilleurs, tu n'auras que des bons talents chez toi si tu as fait tes devoirs. Et si tu n'as pas fait tes devoirs, tu peux pas rentrer sur Counter. C'est volontairement, entre guillemets, discriminatoire. Pourquoi? Parce que, et c'est pas forcément des gros cabinets. Il y a des cabinets de 10 personnes qui ont tout à fait leur place sur Counter. Et justement, on est en train de discuter avec eux pour qu'ils puissent intégrer la plateforme. C'est parce que on sait que demain, et on sait que les cabinets, ils ont besoin de collaborateurs. S'ils n'ont pas de collab, ils n'ont pas de chiffre d'affaires. S'ils n'ont pas de chiffre d'affaires, ils n'ont pas de business. Mais pour avoir des bons collabs, il faut bien s'en occuper. Et donc, nous, la vision de Counter, c'est de permettre à des cabinets de bien s'occuper des gens. Parce que quand on fait les études et quand on lit les histoires, ça fait mal au ventre. Et ça, je ne veux pas me lever le matin en me disant qu'il y a des gens qui vivent ça dans leur travail. Parce que moi, je vois un peu plus loin que cet aspect job. C'est que quand une personne est mal dans son taf, elle rentre chez elle. Et chez elle, elle a des enfants. Et ces enfants, t'as un parent, il l'écoute pas. Et il le jette en l'air. Et donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va chercher son réservoir d'amour. Et il va le chercher comment? Par de l'attention. Il va faire des bêtises. Il va faire des bêtises à l'école. Et à l'école, il va casser la tête à des camarades. Et puis après, t'as un cercle vicieux qui arrive. Non. Oui. Donc, forcément, ça, tous les parents l'ont connu. Moi, je vois plus loin que mettre en relation un professionnel dans une boîte. Moi, je veux permettre que des entreprises aident les gens à se réaliser. Mais par contre, inversement, il faut aussi que les talents du chiffre, ils aient bien fait leur devoir. C'est pas, j'arrive comme une fleur et moi, je vais avoir les meilleures compétences. Non, pas du tout. On a aussi un produit pour les candidats. Et les candidats, eux, ils ont une plateforme d'apprentissage. La vision, c'est de créer la bibliothèque de formation la plus complète du marché, qui est issue de notre expérience avec les geeks des chiffres. Et donc, du coup, là, dans la V1, comme la tech, ça transforme le métier, et comme l'IA, ça transforme le métier, dès le lancement de Counter, donc là, au moment où on enregistre, elle est pas live encore, la plateforme, mais là, on a les meilleurs acteurs du marché, Time, Penny Lane, MyUnisoft, Cegid, qui vont produire des vraies formations de qualité. Je pense que même, pour certains, je pense qu'ils le font même pas pour eux-mêmes, ce qu'ils vont proposer sur la plateforme Counter, pour aider les gens à monter en compétences. Et monter en compétences, c'est sur la partie hard skills, soft skills et logiciels, pour leur donner toutes les clés d'avoir les compétences pour adresser les missions de demain dans les meilleurs cabinets. Et puis pour clôturer juste sur cette partie marque employeur, on n'aime pas du tout ce qui se fait sur le marché, et nous, on a envie de faire parler les gens. Et parler les gens, c'est raconter l'histoire des personnes qui composent des entreprises. Et donc, notre expérience podcast, elle a aussi beaucoup fait à apporter la marque employeur, non pas sur des photos, mais plutôt pour discuter avec des gens, pour qu'ils puissent raconter leur vision, leurs difficultés, et que les candidats ils puissent se dire, en fait, cette personne, elle adhère avec
ça connecte avec mes valeurs et ma culture. Et donc, du coup, j'ai envie de travailler avec cet individu ou avec cette personne, cette fille ou cette personne que j'ai écoutée. Et donc, du coup, c'est à peu près, voilà, ce que je peux te faire comme pitch. Après, je te passe pas, c'est pas de la pub, hein, je veux pas faire les fonctionnalités et tout. Mais du coup, voilà, c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps. Et on se dit que si on résout le besoin de chacun dans chacun des produits, bah, du coup, on aura fait en tout cas notre part. Donc, tu vois, la question qu'on m'a posée qui est, j'aimerais bien savoir ce qu'est sa promesse pour les cabinets. Si j'essaie de résumer, dis-moi comme ça si j'ai bien compris, c'est en gros, t'as une sélection. La promesse pour les cabinets, c'est on sélectionne les cabinets qui mettent l'humain en avant, qui vont de l'avant. Et après, je poserai la question de comment tu les sélectionnes. Et on les met en relation avec des profils à qui on donne toutes les clés pour se former au métier de demain. Alors oui, tu as en partie raison. Si je le simplifie, on va leur permettre d'avoir les bons candidats pour adresser les bonnes missions. Voilà. Okay. En fait, c'est leur tout simplement ça. Donc, en leur rajoutant la partie formation, c'est ça qui est important, quoi. C'est que t'es pas une plateforme de mise en relation. Que ça. Non, c'est pas une plateforme de mise en relation. C'est que on éduque aussi les gens à aller adresser les bonnes offres d'emploi qui vont être intéressantes pour eux, mais aussi pour les cabinets, pour pas que tu reçoives des candidatures à l'arrache. Nous, on veut peu, mais bien. On veut envoyer les candidatures qui matchent avec les valeurs et les besoins du cabinet. Comme ça, ils n'ont pas 100 CV à traiter, ils en ont 10, et dans les 10, ils peuvent en recruter 2, quoi, ou 3. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça la promesse. Et comment tu vas faire avec les cabinets, du coup, pour les sélectionner? C'est quoi les critères de sélection? C'est quoi, comment tu les fais grandir aussi, peut-être? Alors, dans la vision, bon, là, on sort que la version bêta, donc forcément, dans la vision long terme, c'est de créer une certification, comme on pourrait l'avoir avec Bicorp, mais là, du coup, c'est envoyer nos auditeurs dans les propres cabinets pour aller leur donner le label Counter, pour qu'ils disent, OK, moi, j'ai bien fait mes devoirs et je suis audité sur tous les éléments qui me permettent d'avoir une marque employeur qui soit sincère et honnête. Naturellement, il y aura toujours des défaillances et on ne va pas se mentir. On ne peut pas être garant de tout. Par contre, ça, c'est la vision à long terme. C'est de sélectionner avec une charte qualité. Est-ce qu'on paye au niveau du marché? Est-ce qu'on a un plan de développement des compétences en interne? Est-ce qu'on respecte les besoins de chaque individu, l'équilibre pro-vie perso, les éléments plutôt juridiques aussi, tu vois, pour que quand la personne elle se dise j'ai ce cabinet, a priori devrait répondre à mon besoin. Sachant que attention, le besoin de chaque individu, il n'est pas tout à fait le même. Tu vois, dans certains gros cabinets, on pourrait avoir tendance à dire voilà, on va charbonner. Ils disent que c'est happy workplace et je sais pas quoi, mais en fait, il y a plein de gens qui font des burn-out. Alors moi, je suis d'accord. Moi, je n'irai pas travailler là-dedans. Tu vois, par exemple. Mais par contre, je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent travailler dans des endroits où ils s'arrachent, quoi. Parce que c'est ça leur besoin à eux. Donc, du coup, nous, on veut avoir une lecture et une possibilité de donner la place à tout le monde sur le marché pour répondre aux besoins intrinsèques de tous nos candidats. Parce que nous, c'est vraiment notre travail. Et donc, s'ils disent, moi, gros truc où ça charbonne, j'en veux pas, du coup, ça sert à rien qu'on ait ça sur la plateforme, tu vois. Ouais. Ok, très clair. Écoute, franchement, donc là l'épisode il va être diffusé après le congrès, donc je pense qu'il y aura eu déjà plein de retours au congrès et j'ai hâte de suivre l'aventure de cette nouvelle, ce switch en tout cas. C'est pas un switch, mais c'est une évolution de ton parcours et qui colle à ta carte Disney que t'as fait au début, quoi. C'est ça que j'aime bien l'esprit. Je rebondis dessus pour rappeler la carte Disney, de dessiner en fait l'aventure entrepreneuriale. Juste au début, tu disais que t'avais deux lectures. T'as eu Stratégor et puis après on est parti dans tout l'épisode. L'art de bien s'entourer. L'art de bien s'entourer. Ouais, l'art de bien s'entourer. Masterclass. En fait, tu cherches tes qui, en fait. Tu cherches tes ressources qui vont t'aider, toi, à avancer. Et donc, deux livres. L'art de bien s'entourer et de la performance à l'excellence. Ces deux ouvrages sont incroyables. Alors, de la performance à l'excellence, il est dur à lire. Il est insupportable. Il est très dur à lire. Mais alors là, moi, je l'ai fini, hein. Mais c'était dur. Il est dur. Il est dur parce qu'il est très technique sur l'analyse. Ah ok, t'étais dans une phase analyse grosse boîte. T'étais dans une vraie phase analyse stratégie. Après, en effet, ce qui est intéressant de ce que je relève en 2 minutes, hein, mais dans l'art, pas dans l'art de bien s'entourer, parce que ça c'est Thomas Mariage de Strat qui me l'a offert cet été en me disant tu dois absolument lire ce livre. Tu vois, donc c'est marrant, ça recoupe. Et je l'ai embarqué en vacances. Je l'ai pas lu parce que 2 enfants, ça m'a pris un peu de temps. Et puis j'étais sur The One Thing qui m'a vraiment éclaté la tête. Mais tu vois, mince, le titre m'a échappé. Good to Great. De la performance à l'excellence. Ouais, de la performance à l'excellence.
t'as ce côté humain qui est central de tout ce qu'on vient de se dire dans tout cet échange. C'est pour ça que je retrouve, on revient à l'humain qui est la base, et dans Good to Great, en gros, j'ultra simplifie, mais ce qui fait la différence entre une entreprise moyenne et une entreprise excellente, ou même entre une bonne entreprise et une entreprise excellente, c'est l'humain et la façon dont l'humain est mis au milieu de l'organisation, quoi. C'est intéressant qu'on finisse sur ça. Mais carrément. Franchement, j'invite vraiment tout le monde à lire ça. Et du coup, ça a été aussi la thèse dans notre structuration d'équipe. Nous, on a une vision. On ne prétend pas avoir la bonne. Et ce seront des gens qui seront excellents, qui viendront affiner cette vision et y apporter chacun, eux, leur propre touche pour créer finalement une vision globale. Et donc, ouais, ça, franchement, masterclass, 3 ouvrages, allez-y. Bon, la performance à l'excellence, il est un peu chiant à lire, mais franchement, il y a des pépites à l'intérieur. Il faut pas, c'est clairement pas, c'est clairement pas le livre que je recommande sur la table de chevet, tu vois, parce que la première fois que j'ai essayé de le lire, c'était ça, le soir. C'était pas ouf, hein. Je l'ouvrais, il y avait les graphiques et tout, je le posais, je le fermais, je disais, vas-y, va te coucher, là, tu reprends demain. J'ai mis un temps monstrueux et je l'ai même pas fini parce que chaque fois je me disais, vas-y, galère, t'y remettre. Mais bon, tu m'as chauffé, je vais le reprendre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Il nous reste 5 minutes. Écoute, on a fait un bon tour. Ouais, si, je vais quand même clôturer sur quelque chose. J'ai beaucoup d'espoir et beaucoup j'ai l'impression qu'il y a 2 itinéraires possibles dans cette filière. Et ceux qui auront compris et qui prendront le train en marche, je pense que cette filière comptable et financière, demain, elle sera prise en exemple. En disant, bah regarde, il y avait des gens, c'était comme ça, leur culture et leur vision, c'était comme ça. Et dans d'autres industries, on les prendra en exemple. On dit, bah nous aussi, on doit faire ça. Chez les notaires, chez les avocats, chez toutes les autres professions, on dira purée, les comptables, ils ont tout déchiré, tu vois. Et je pense qu'avec le bon état d'esprit, avec les bons humains, la bonne vision, et vraiment ôter l'ego, mais vraiment avoir une vision et permettre de faire rayonner l'écosystème et la filière. Ah purée. Là, en tout cas, moi je me bats pour ça, quoi. Je sais pas, je te dis ça, mais en tout cas, je souhaite le best à tous ceux qui nous écoutent jusqu'à maintenant, quoi. Écoute, c'est magnifique. J'aurais pas mieux fini. C'est excellent. On est 100% encore une fois aligné sur cette vision. Et merci Nico d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir. Bravo pour cette nouvelle aventure. C'est reparti. Comme quoi tu es un vrai entrepreneur au service de la profession, quand même. Merci pour tout ce que tu viens de partager. Et merci Alexis. Je me suis régalé. J'ai encore appris plein de choses. Et bon, nous, on se voit à Marseille au congrès. Et puis d'ici à ce que l'épisode se diffuse, j'espère que vous aurez encore appris plein de choses. J'espère qu'on aura vu, à mon avis, nul doute qu'on aura vu Counter partout très prochainement. Ah, ça c'est sûr. Je recommande encore une fois ton podcast. Toujours une mine d'infos aussi, ton podcast avec des invités excellents et un vrai plaisir à écouter. Et puis on se dit à très vite sur un nouvel épisode de l'Accounting Business Club quand même. Allez, ciao. Ciao Nico. Bye bye.